Plus de musique, plus d'infos, Puisalène FM. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène et on enchaîne immédiatement avec le Club Cœur et Santé. On retrouve tout de suite Edwige, le docteur Vauduit et le docteur Justinien. Bonsoir à tous. Bonsoir les auditeurs de Radio Puisalène. Ce soir, comme thème, le diabète et les maladies cardiovasculaires, diabète et la grossesse, diabète et les yeux. C'est avec le docteur Étienne Justinien qui est diabétologue du centre hospitalier de Compiègne et Noyon. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir docteur Vauduit. Bonsoir Edwige. Alors ce soir, le thème, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Vous pouvez nous expliquer, déjà vous présenter, docteur, et puis nous expliquer un petit peu quels sont ces phénomènes sur les maladies. Pas de problème, donc bonjour, docteur Étienne Justinien, donc je suis, comme vous l'avez dit, diabétologue au centre hospitalier de Compiègne et Noyon, et donc pour parler du diabète et des maladies cardiovasculaires, vous avez déjà fait des émissions, j'ai vu, sur l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, et le diabète en quelque sorte est ce qu'on appelle un facteur de risque cardiovasculaire au même titre que d'autres éléments comme le tabagisme, comme l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, la sédentarité. Tous ces facteurs-là sont des choses qui contribuent à l'apparition de maladies cardiovasculaires comme les infarctus du myocarde, donc les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les problèmes d'artères des membres inférieurs et de gangrène au niveau des membres inférieurs. C'est le lien entre le diabète et ces maladies-là qui est présent. Ma première question, maladie cardiovasculaire, si j'ai du diabète, eh bien les deux dans mon corps ne fonctionnent pas ou fonctionnent ensemble, que se passe-t-il ? Alors en fait, le diabète en lui-même, sauf gros déséquilibre, n'est pas une maladie symptomatique. Et c'est un peu le problème. Et le diabète est surtout embêtant et une maladie grave, entre guillemets, par le fait qu'elle entraîne d'autres maladies. Et les maladies cardiovasculaires sont des maladies grandement favorisées par le diabète. Non seulement il y a plus de maladies cardiovasculaires, comme notamment pour parler de l'atteinte cardiaque par exemple, donc d'atteinte des artères coronaires, donc qui sont les artères qui vascularisent le cœur. Il y a plus d'atteintes coronariennes, donc cardiaques, chez les patients diabétiques. Et en plus, c'est souvent des atteintes qui sont plus graves, un peu plus diffuses, un peu plus étendues, un peu plus difficiles à traiter. Et on voit la même chose pour les atteintes des artères des membres inférieurs par exemple. Donc en fait, le diabète est embêtant par le fait qu'il va favoriser certaines maladies, et donc dans les maladies cardiovasculaires, le diabète joue un rôle très important. Alors, j'ai du diabète, comme vous dites, éventuellement je peux avoir des problèmes avec mon cœur, ou alors je peux pas en avoir, mais comment vous le savez ça ? Alors, il y a différents moyens. Effectivement, on peut être diabétique et ne pas avoir de problème cardiaque ou de problème artériel. Et d'ailleurs, souvent, en début de maladie, quand le diabète est récent, qu'il a été découvert il y a peu de temps, il y a rarement des complications cardiaques ou cardiovasculaires d'emblée. Maintenant, quand on a du diabète depuis longtemps, pas forcément toujours bien équilibré, et qu'on suspecte des atteintes cardiovasculaires, soit il y a des symptômes très évocateurs et on va vite aller vers le diagnostic, soit il y a parfois, malheureusement, avec le diabète, les maladies cardiovasculaires peuvent être ce qu'on appelle silencieuses, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas donner beaucoup de symptômes. Et dans ce cas-là, on peut les dépister avec des examens particuliers, faire ce qu'on appelle des Doppler pour regarder les artères du cou et les artères des jambes, vérifier qu'elles ne sont pas bouchées, et faire au niveau cardiaque, c'est plus souvent ce qu'on appelle une épreuve d'effort ou une échographie d'effort. On surveille en fait l'efficacité et le fonctionnement cardiaque à l'effort. Quand il y a des artères du cœur qui sont bouchées, le fait de faire un effort va révéler que ces artères sont bouchées et va permettre de réagir avant qu'elles soient trop atteintes. Alors là, c'est quand même une maladie grave, diabète plus cardiovasculaire. Qu'est-ce qui se passe là ? Alors oui, c'est une maladie grave, et les maladies cardiovasculaires globalement, parce que elles peuvent entraîner une mise en jeu de ce qu'on appelle le pronostic vital, le cœur, le cerveau, dans ce qu'on appelle les accidents vasculaires cérébraux, sont des organes évidemment éminemment importants. Le diabète, en entraînant ces maladies cardiovasculaires, ou plutôt les maladies cardiovasculaires, sont un peu un des pronostics principaux de la maladie diabétique. Encore une fois, la maladie diabétique en tant que telle, c'est surtout des histoires de chiffres, et avoir trop de sucre dans le sang,
en soi ne pose pas de problème physique. C'est-à-dire les gens ne vont pas se sentir mal d'avoir un excès de sucre dans le sang, mais l'excès de sucre dans le sang de manière chronique, prolongée, va entraîner des problèmes artériels, que ce soit les toutes petites artères, et donc c'est ce qu'on voit au niveau d'une atteinte pour les reins, pour les yeux, ou sur des plus grosses artères, donc ce qu'on parle des maladies cardiovasculaires, le cœur, les artères des membres inférieurs, les artères cérébrales ou les artères du cou, et c'est cette atteinte-là qui va déterminer le pronostic principal. Mais le diabète, quelqu'un qui n'est pas diabétique, qui fume énormément, qui a beaucoup de cholestérol, va aussi être à risque de maladies cardiovasculaires. Le diabète est un facteur de risque d'apparition de ces maladies parmi d'autres. Les deux sont liés? Entre diabète et maladie cardiovasculaire? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui. Le diabète est vraiment un facteur de risque d'atteinte cardiovasculaire importante. Ouais. Donc là, je dois faire forcément des analyses. Les maladies cardiovasculaires se détectent rarement par des analyses sanguines. C'est vraiment des tests un peu plus poussés, mais c'est une surveillance médicale avec son médecin traitant, éventuellement un cardiologue quand c'est nécessaire, et des examens plus poussés pour les gens dont on suspecte qu'ils puissent développer des maladies cardiovasculaires. Encore une fois, on peut être diabétique sans maladie cardiovasculaire. Maintenant, plus on a un diabète qui est ancien, a fortiori s'il n'a pas toujours été très bien équilibré, et encore plus si on a des symptômes qui peuvent évoquer des problèmes cardiaques ou des problèmes d'artères des membres inférieurs ou des problèmes d'artères cérébrales, à ce moment-là, il faut faire les examens nécessaires, oui. Je pense que le diabète atteint les petites artères du système cardiovasculaire et d'où la difficulté également pour certaines interventions chorégraphiques. Quelle est la spécificité du diabète? C'est effectivement une des spécificités du diabète, c'est ce que je disais, des atteintes souvent plus graves. Et le caractère plus grave est fait notamment pour les artères des membres inférieurs. Par exemple, on a une atteinte qui est décrite comme plus diffuse et plus distale. C'est-à-dire que plus on va vers les pieds, plus les artères se rétrécissent. C'est-à-dire que les artères au niveau de la cuisse jusqu'au genou sont des artères d'assez gros calibre, d'assez gros diamètre, et c'est souvent à ce seuil-là, entre le pli de laine, la hanche et la cuisse, que par exemple dans le tabagisme, les artères se bouchent. Par contre, dans le diabète, c'est beaucoup plus souvent sur les artères, ce qu'on appelle les artères jambières. Au niveau de la jambe, il y a 3 artères, et qui sont de plus petit calibre, voire après au niveau de la cheville ou du pied, où elles sont encore de plus petit calibre, et c'est souvent ces artères-là qui se bouchent dans le diabète, et elles sont beaucoup plus difficilement accessibles à un traitement. C'est un peu de la plomberie, hein. Plus l'artère est de gros calibre, plus elle va être facile à nettoyer, plus elle est de petit calibre, plus c'est difficile. Alors là, en ce qui concerne le diabète, pouvez peut-être nous rappeler les symptômes éventuellement que l'on peut avoir pour justement détecter le diabète? Alors la plupart du temps, on découvre un diabète sans symptômes. C'est un message vraiment important à avoir. C'est sur un dépistage systématique, une prise de sang qu'on va faire parce que on a un peu d'obésité ou un surpoids, parce qu'il y a des antécédents familiaux de diabète. On va faire un bilan de santé entre guillemets où on va doser la glycémie à jeun, et c'est quand la glycémie à jeun revient supérieur à 1,26 g par litre qu'on parle de diabète. Dans certains cas, quand la glycémie est bien plus élevée, quand on est à plus de 3 grammes ou 4 grammes de glycémie, on peut avoir des symptômes qui peuvent être divers et variés. Les plus fréquents, c'est une grosse fatigue, le fait de boire et d'uriner énormément. Ça peut être une perte de poids difficilement explicable dans certains cas aussi, quand le diabète est très déséquilibré. Des infections urinaires ou génitales qui reviennent, qui sont récidivantes. Ça peut être ce type de symptômes. Mais la plupart du temps, c'est là le problème du diabète, c'est que, comme je vous le disais, c'est un peu une maladie vicieuse. Il ne va pas y avoir de symptômes francs directement liés au diabète. Et c'est plus les conséquences à long terme du diabète, après plusieurs années d'évolution, qui vont poser problème. Alors, j'ai du diabète et en plus, j'ai la maladie cardiovasculaire. Je pense que c'est forcément une maladie grave. Ça se soigne? Alors, la maladie cardiovasculaire en soi, ça veut dire tout et rien. Il y a plusieurs maladies cardiovasculaires qui vont être différentes et qui vont pas toutes se soigner de la même manière. L'atteinte cardiaque, qu'on appelle donc la cardiopathie ischémique, va se soigner différemment de l'accident vasculaire cérébral, par exemple. Ça va se soigner aussi différemment de l'artérite oblitérante des membres inférieurs. Donc, on parle pas de la maladie cardiovasculaire en soi, mais plutôt de différentes maladies cardiovasculaires. Et certains patients peuvent avoir une coronaropathie sans avoir
une cardiopathie ischémique sans avoir d'autres atteintes. Ils peuvent avoir plusieurs atteintes, c'est tout à fait possible, mais il faut, quand il y en a une, dépister les autres, et on va pas traiter tout de la même manière. Mais globalement, oui, ça peut se traiter. Après, tout dépend de la gravité. Et là, c'est vraiment dans le domaine des spécialistes en question. C'est les cardiologues vraiment qui s'occupent de l'atteinte cardiovasculaire ischémique du cœur. C'est les neurologues qui s'occupent des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Les chirurgiens vasculaires qui peuvent s'occuper des artères des membres inférieurs. Il y a vraiment une spécificité pour chaque maladie cardiovasculaire. D'accord. Alors, on va faire l'insert téléphonique puisqu'on va retrouver Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Nicolas, bonjour Edwige, bonjour Dr Woodry. Bonjour Ludovic. Bonjour Ludovic. Tu participes donc à l'émission, même à 500 km, par l'insert. On fait des miracles. On va retrouver notre premier appel parce qu'on a déjà eu 2 appels avant même de commencer cette émission. On va aller dans une ville que je connais très bien. Soissons. Parce que c'est la ville où j'habite, c'est Belleux, effectivement. Donc Belleux, c'est dans l'Aisne, on est à côté de Soissons et vous nous écoutez à Belleux sur le 99.1, donc notre fréquence soissonnaise. Et on va retrouver Baya tout de suite au téléphone. Bonsoir Baya. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Oui, donc bonsoir au docteur Étienne Justinien, le docteur Vauduit, Edwige. Voilà, donc moi j'ai une petite question. Donc en fait, je suis malvoyante. Et en fait, j'aimerais savoir, parce que moi c'est une maladie qui évolue lentement, j'ai une rétinite pigmentaire. D'accord. Et en fait, j'aimerais savoir si ma rétinite pigmentaire, à long terme, peut entraîner du diabète ou pas. Voilà. Bonsoir. Alors, Bonsoir, oui. a priori, non, pas du tout. La rétinite pigmentaire est une maladie que je connais pas bien, honnêtement, mais a priori, rien à voir avec le diabète. C'est plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire que les gens qui ont du diabète peuvent développer une atteinte rétinienne, mais qui n'est pas une rétinite pigmentaire. Ils développent ce qu'on appelle une rétinopathie diabétique. Donc non, le fait d'avoir une autre maladie rétinienne ne fait pas courir de sur-risque de développer un diabète. Oui, parce que moi, on m'a dit justement que ma rétinite pouvait entraîner d'autres maladies. Bon, je suis en parfaite santé, tout va bien. Mais c'est juste pour me renseigner. Non, pas de souci là-dessus. Voilà, déjà que c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Le diabète est une maladie générale qui peut atteindre différents organes, dont la rétine au niveau de l'œil. Mais l'inverse n'est pas vrai. La rétinite pigmentaire ne va pas entraîner une atteinte générale de type diabète. En tout cas, à ma connaissance, ça fait pas partie des facteurs de risque de développer un diabète. D'accord, ok. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Oui, et puis si ça ne vous dérange pas, j'aimerais parler en privé à l'animateur, là, Nicolas, parce que j'étais un petit peu surprise qu'il était de Belleux. Je connais. Et c'est pas que la première fois que j'appelle la radio que je suis reçue. D'ailleurs, je suis très bien reçue. Et voilà. Donc, je tenais à le signaler. Prochaine émission, on vous invite à venir ici, à Radio Puisalène. Mais il faudra qu'on vienne me chercher parce que... Oui, c'est vrai. Oui, je sais que vous êtes dans l'Oise, je crois. Donc, moi, ça me sera très difficile pour me déplacer parce que je suis malvoyante. Donc, c'est pas facile. Moi, que Nicolas vienne me chercher, il n'y a pas de problème. Ça dépend où vous habitez. Merci d'avoir appelé. Voilà. Bonne soirée. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, bonne continuation à vous. Merci. 03 44 75 3000 si vous voulez faire comme Baya qui est de Belleux. Donc, posez vos questions au docteur Étienne Justinien qui vous répondra. Le diabète et les maladies cardiovasculaires, donc diabète et la grossesse, diabète et les yeux. On va faire le diabète et les yeux. Tiens, pourquoi pas, on va faire le pont qui fait que la dame qui nous disait qu'elle est non-voyante, elle parlait de sa rétine. Est-ce qu'elle avait peur, par précaution, elle avait peur de quelque chose ? Oui, alors je pense que, comme je lui ai dit, il faut pas mélanger. Elle a une maladie ophtalmologique pure, que encore une fois je maîtrise pas bien parce que c'est pas mon domaine, qui est une atteinte de la rétine d'une autre origine. Le diabète, comme on l'a vu là juste avant avec les maladies cardiovasculaires, est une anomalie sanguine avec un excès de sucre dans le sang qui vulgairement, en gros, encrasse les artères.
On pourrait simplifier en disant ça. Au même titre que le fait d'avoir trop de cholestérol ou d'avoir une hypertension artérielle qui va rendre les artères plus rigides. Et il y a deux types d'artères dans le corps. Il y a ce qu'on appelle les artères de gros calibre, donc ce qu'on appelle le macrovasculaire, et les artères de tout petit calibre. Mais quand on parle de tout petit calibre, c'est non visible à l'œil nu, quoi, hein. C'est vraiment des artères microscopiques. Et donc là, on est dans le microvasculaire. Le diabète a la particularité d'être une source d'atteinte à la fois microvasculaire et macrovasculaire. Et donc les atteintes cardiovasculaires dont on parlait juste avant, c'est plutôt les grosses artères et le macrovasculaire. Et l'atteinte de l'œil dans le diabète, au même titre que l'atteinte du rein et que l'atteinte des nerfs périphériques et qui est source de problèmes notamment au niveau des pieds, c'est une atteinte qu'on appelle microvasculaire. Mais c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est une atteinte des artères qui se bouchent et qui va entraîner des complications et donc des atteintes d'organes clés comme ceux qu'on a cités. Alors justement, qu'est-ce qui se passe ? J'ai du diabète, ça atteint mes yeux, qu'est-ce qui se passe dans mes yeux ? Alors, au même titre que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que le diabète est une maladie un petit peu vicieuse et sournoise, l'atteinte ophtalmologique dans le diabète, s'il y a un message important à retenir, c'est que il faut surtout pas attendre que ça soit symptomatique. L'atteinte de la rétinopathie diabétique, donc dans le diabète, c'est l'arrière de l'œil qui est atteint. Là où il y a les petits vaisseaux, c'est la rétine. Donc, c'est le plancher qui tapisse le fond de l'œil. Et c'est là où se trouvent tous les récepteurs qui vont réagir à la lumière et transmettre les informations au cerveau pour que celui-ci analyse ce qu'on voit. Et cette rétine est vascularisée, donc il y a des toutes petites artères qui amènent du sang au niveau de la rétine pour qu'elle puisse fonctionner normalement. Et donc le diabète va boucher les petites artères au niveau de la rétine et va entraîner des zones où il y aura plus assez de sang. Et ça va entraîner une réaction anarchique de reprolifération d'autres petites artères. Mais elles se font n'importe comment et le risque c'est qu'elles se mettent à saigner et que ça décolle la rétine. À ce moment-là, on commence à avoir des troubles visuels, mais j'ai envie de dire que quand les troubles visuels sont déjà installés, c'est qu'il y a souvent déjà soit des hémorragies, soit des décollements de la rétine et on est déjà sur une atteinte avancée. On peut dépister les atteintes ophtalmologiques du diabète en voyant régulièrement l'ophtalmologue et en faisant ce qu'on appelle un examen qui s'appelle le fond d'œil. Donc l'ophtalmologue va regarder la rétine, il regarde les artères de la rétine, il vérifie qu'elles sont bien régulières, qu'il n'y a pas de formation de petites artères un peu anarchiques, ce qui permet de réagir plus tôt avant qu'il y ait des symptômes. Mais quand il y a des symptômes, c'est déjà une atteinte qui est grave. Forcément, il y a des médicaments, il y a un processus à faire pour justement peut-être éviter cela avant, pendant et après. Il n'y a pas de médicament spécifique pour l'atteinte de la rétine, mais c'est limiter le risque d'apparition d'atteinte de ce type. C'est un bon équilibre du diabète, un bon équilibre de la tension artérielle. C'est vraiment les deux facteurs très importants pour cette atteinte-là. Donc, bien prendre le traitement antihypertenseur, les recommandations diététiques, bien prendre le traitement antidiabétique, ce sont des éléments qui vont retarder, voire empêcher l'apparition d'une atteinte rétinienne. Alors, bien contrôler son diabète. En fin de compte, c'est un petit peu ça, c'est le diabète qui fait que ça déclenche toutes ces maladies dont on vient citer, cardiovasculaires, la grossesse et les yeux. Alors le diabète déclenche pas la grossesse, hein. Ça c'est autre chose. Ouais. Le diabète et grossesse. Je me demandais justement si le sport est recommandé pour quelqu'un de diabétique. C'est une bonne question. La réponse est oui, mais il y a une deuxième réponse qui est pas n'importe comment. En fait, il y a deux choses. Le sport, l'activité physique plus que le sport, l'absence de sédentarité est quelque chose d'important pour un bon contrôle du poids, un bon contrôle du diabète, un bon contrôle de la tension artérielle, du cholestérol, donc de tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le fait d'avoir une bonne hygiène de vie est quelque chose de majeur. Et l'activité physique fait partie de cette bonne hygiène de vie. Après, quand on parle de sport, il faut se méfier de l'intensité de l'effort. Et comme on l'a évoqué avec les maladies cardiovasculaires un petit peu avant, une atteinte cardiaque chez le diabétique peut être un peu méconnue, peut être silencieuse, ne pas se voir, et donc le fait de ne pas faire de sport pendant des années et de se mettre brutalement à faire du sport de manière très intense nécessite quand même auparavant de vérifier l'état cardiaque, parce que encore une fois, une atteinte qui serait bien compensée, pas symptomatique au repos, pourrait devenir plus sévère et plus grave à l'effort. Donc toujours vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte qui contre-indiquerait la reprise du sport avant d'être traité, avant de refaire du sport. Alors ça,
c'est évidemment pas valable pour des gens chez qui on vient de découvrir un diabète. S'ils veulent se mettre au sport, qui sont jeunes, qu'ils n'ont pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, ils peuvent d'emblée faire du sport. Au contraire. Mais quelqu'un qui serait diabétique depuis 15 ans et qui souhaiterait refaire du sport alors qu'il n'en faisait pas depuis 15 ans, ça peut être intéressant quand même qu'il ait un bilan cardiologique, qu'il voit un cardiologue, qu'il fasse une épreuve d'effort avant de reprendre le sport. En tout cas, de manière intense. Consulter son médecin. C'est ça, oui. C'est ça. Ouais. D'accord. Et à partir de quel âge il est recommandé de faire une prise de sang pour savoir justement si une personne a du diabète ou pas? Quel est l'âge le plus risqué? Il n'y a pas de recommandation précise là-dessus. Tout dépend. On va dire que ça va se situer entre 40, 50 ans. Avant, ça semble... Enfin, ça peut se discuter après en fonction de justement d'autres éléments. Est-ce qu'il y a beaucoup d'antécédents de diabète dans la famille? Est-ce qu'il y a un contexte de surpoids, voire d'obésité? Quelqu'un qui va avoir énormément de membres de sa famille qui sont diabétiques, avec des diabètes découverts à des âges jeunes, qui va présenter un problème d'obésité, qui commence à se faire dépister à 30 ou 35 ans, ça pourrait s'entendre. Quelqu'un, pour une femme, on va en parler un petit peu après, qui a fait un diabète gestationnel, faire un dépistage régulier pour vérifier qu'il n'y a pas de diabète authentique qui apparaît ultérieurement, c'est aussi conseillé. Mais dans la population générale, oui, 40, 50 ans, ça dépend vraiment du terrain et familial et du poids des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Le diabète, c'est héréditaire? Il y a une part d'hérédité dans le diabète, oui, tout à fait. C'est pas une maladie génétique, dans le sens où quand on a un père ou une mère diabétique, on n'a pas une chance sur deux d'être diabétique, ça marche pas comme ça. Mais le fait d'avoir des parents, des ascendants, des frères et sœurs qui ont du diabète entraîne une augmentation du risque de soi-même développer un diabète. On peut aussi être diabétique sans avoir personne de diabétique dans sa famille. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Est-ce qu'il y a d'autres maladies des yeux ayant pour facteur de risque le diabète ou non? À part la rétinopathie diabétique, est-ce qu'il y a d'autres maladies? La cataracte, mais c'est discuté, que le diabète soit un facteur de risque de cataracte plus précoce, mais c'est pas si clair que ça. Pendant un moment, on parlait du glaucome, mais ça semble pas évident du tout. Mais c'est surtout la teinte rétinienne. Le reste sont des maladies qui peuvent se voir dans beaucoup d'autres cas et où le diabète joue peut-être un rôle, mais qui est pas prépondérant. En ce qui concerne les yeux, je peux perdre ma vue par rapport au diabète? Oui, le diabète, alors moins chez nous parce que on a des moyens thérapeutiques qui sont un peu meilleurs et un suivi un peu meilleur, mais dans des pays en voie de développement où le suivi est pas bon du tout, le diabète est la première cause de cécité, clairement. Et puis bon, chez nous, ça peut quand même arriver aussi, les atteintes rétiniennes sévères, ça peut arriver. C'est pas heureusement le cas le plus fréquent, la plupart des diabétiques ne seront pas aveugles, n'allons pas faire peur à tout le monde, mais ça peut arriver. Ça se soigne? Ça se prévient avant tout, si possible. On essaie de faire en amont. Une fois que l'atteinte rétinienne est là, on peut ralentir son évolutivité avec des traitements spécifiques ophtalmologiques, notamment du laser, des fois des opérations chirurgicales. Mais c'est dommage quand on en arrive à ce stade-là, s'il n'y a pas eu la prévention qu'il fallait en amont. C'est toujours un peu dommage parce qu'on aurait pu gagner énormément de temps avant qu'une atteinte sévère apparaisse. Alors ça, on le voit comment le médecin, lorsque je vais consulter, le médecin le voit pas, ça? Non, il faut faire un examen spécifique qui s'appelle le fond d'œil, que seuls les ophtalmologues font. Donc le médecin généraliste peut proposer la consultation ophtalmologique avec le fond d'œil, mais en consultation comme ça, on peut très bien n'avoir aucun symptôme visuel, rien de détectable à un examen clinique classique, et avoir une atteinte rétinienne débutante, c'est possible. Quand on a déjà des symptômes, qu'on commence à dire à son médecin, je vois flou, je vois mal, j'ai des taches qui flottent dans les yeux, c'est que déjà il y a une atteinte notable. Faut s'inquiéter là. Oui, même avant. Oui. Même avant, oui. Oui, le plus c'est avant quand même, de façon à savoir un petit peu ce qu'il faut faire. Je me demandais juste s'il y avait justement un taux à respecter dans le corps humain par rapport au sucre, par rapport à la différence entre un homme et une femme. Alors il n'y a pas de différence pour les hommes et les femmes en ce qui concerne le diabète, sauf dans le cas particulier du diabète pendant la grossesse, mais évidemment. Mais les taux, alors il y a le taux normal en dessous duquel on dit qu'on n'est pas diabétique, donc ça c'est la normalité, moins d'1,26 g à jeun, on n'a pas de diabète.
Après, une fois qu'on est diabétique, sous traitement, on va avoir des objectifs. C'est-à-dire qu'on va dire, il faut que le sucre avant les repas soit à moins de temps, que 2 heures ou 3 heures après les repas, il soit à moins de temps, que la moyenne sur la prise de sang qui s'appelle l'hémoglobine glyquée, qui reflète la moyenne du taux de sucre dans le sang sur les 3 derniers mois, soit en dessous de temps. Mais ça, les objectifs, ils sont fixés avec chaque personne individuellement. Ça va pas être pareil chez un tout petit enfant, chez un adolescent, chez un homme d'âge mûr, chez une femme enceinte, chez quelqu'un qui serait très dépendant en maison de retraite. Enfin, on fixe des objectifs différents pour chaque patient. C'est vrai que chaque patient a sa propre personnalité en ce qui concerne le diabète. C'est pas forcément le terme personnalité, mais c'est le terme objectif est vraiment bien dans ce cadre-là, parce que il faut savoir que plus on essaie d'améliorer le diabète, plus on prend entre guillemets des risques avec le traitement. Un des inconvénients principaux de certains médicaments antidiabétiques, c'est que si on fait trop baisser le sucre, on peut entraîner des malaises. Les gens qui ont trop peu de sucre dans le sang, qui font ce qu'on appelle des hypoglycémies, peuvent se sentir mal, et ça peut même aller jusqu'au coma dans des stades extrêmes, qui nécessitent dans ce cas-là une hospitalisation, perfusion de sucre. Enfin, c'est quand même assez lourd. Donc, donner des objectifs très stricts pour des gens, par exemple, j'évoquais une personne très dépendante en maison de retraite, qui aurait 90 ans, aller dire on veut que son diabète soit très 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 bien équilibré pour éviter que dans 10 ans il y ait une complication au niveau de la rétine, n'a pas beaucoup de sens, parce qu'on va lui faire courir énormément de risques aigus, qu'il fasse des hypoglycémies, ça peut être très délétère pour lui, pour finalement un risque hypothétique de complications à très long terme chez quelqu'un qui est déjà très malade à 90 ans, c'est pas logique de faire comme ça. Par contre, pour quelqu'un d'une trentaine d'années en pleine forme, lui on a vraiment envie qu'il développe pas, même 10 ans, 15 ans, 20 ans après, de complications sévères liées au diabète, parce qu'il aura 40, 45 ans, et c'est quand même encore très important qu'à ce moment-là, il soit en bonne santé. Moi, si je suis diabétique, j'ai certainement piqûre à faire. Le type de traitement, comme on en avait parlé le mois dernier, il y a différents traitements, et ils vont être choisis en fonction de la cause du diabète, parce qu'il y a plusieurs diabètes. Le diabète, c'est trop de sucre dans le sang, mais on peut en avoir à cause de différentes causes. Oui. Donc, selon la cause, on va mettre de l'insuline ou pas d'insuline. Alors, si c'est de l'insuline, c'est forcément en injection. Si c'est des médicaments qui ne sont pas de l'insuline, on a quelques médications par voie orale qui peuvent être données, donc des cachets. Et après, si on arrive à obtenir des objectifs, il y a des gens qui sont diabétiques, mais on va donner quelques conseils diététiques, ils vont avoir une bonne hygiène de vie, faire un peu d'activité physique, et finalement, même sans aucun traitement, ils vont atteindre les objectifs. Et donc, dans ce cas-là, on n'est pas obligé de mettre un traitement. Il y en a certains, il va falloir mettre des cachets, d'autres, il va falloir mettre des injections. Mais on va mettre les traitements nécessaires pour obtenir les objectifs fixés. Alors, le patient qui est diabétique, il vient voir son médecin, et c'est le médecin qui va lui procurer ce qu'il faut faire pour avoir un diabète bien mesuré. C'est ça, ouais. Le choix du traitement et de la discussion du médecin traitant, du diabétologue, avec pour la plupart des cas, on va quand même être honnête, c'est les médecins généralistes qui gèrent les diabètes seuls, et fort heureusement, parce qu'il y a énormément de diabétiques et on ne serait pas assez de diabétologues pour s'occuper de tous les diabétiques. Il y a beaucoup de patients qui ont un diabète qui est assez facile à régler, avec des mesures simples, éventuellement quelques traitements mais faciles à administrer, qui nécessitent pas forcément un avis spécialisé. Hein. Donc Et quand, dans quelles circonstances, l'avis d'un diabétologue est nécessaire chez un diabétique ? Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre évidemment de l'équilibre. Si le diabète est très déséquilibré, malgré plusieurs traitements, ça peut être intéressant qu'un diabétologue intervienne. S'il y a besoin pour certains traitements, notamment l'insuline, je sais que pas mal de médecins sont un peu frileux à l'idée de mettre l'insuline eux-mêmes, ou il y en a qui le font, hein, évidemment, hein, mais pas tous. Et dans ces cas-là, ils vont nous adresser les patients. Ça peut être aussi sur un souhait du patient qui va en parler à son médecin, qui aimerait bien rencontrer un diabétologue, et quitte à ce que, si c'est pas nécessaire qu'il soit suivi après, le voir ponctuellement une fois, répondre à ses questions et le revoir que 10 ans après, si dans l'intervalle le diabète va bien. Ça peut être le souhait du médecin, hein, qui est pas à l'aise avec la gestion d'un cas en particulier. Donc c'est après, on est ouvert, et quand on voit quelqu'un, moi ou mes collègues, si on pense que c'est nécessaire qu'un suivi soit mis en place par la suite, ben on le prévoit. Si on pense qu'une consultation ponctuelle et après le médecin traitant peut gérer les choses, on le dit comme ça, hein, mais on arrive à très bien s'organiser avec nos collègues généralistes. On peut aussi des fois donner des avis, ils nous appellent pour nous expliquer un cas et on leur donne quelques conseils par téléphone, ça se fait aussi très bien. Hein. Beaucoup plus d'hommes ou de femmes qui sont diabétiques ?
Les deux. J'ai pas fait mes statistiques personnelles, mais je vois beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. J'ai pas de. Avec le diabète de grossesse, évidemment, c'est un peu faussé, mais parce qu'il y a beaucoup de diabète gestationnel, donc là, c'est évidemment que des femmes. Mais sorti de là, peut-être un peu plus d'hommes que de femmes quand même. D'accord. Justement, on va y revenir. Ludovic, est-ce que tu as une question ? Une petite question, oui. Tout à l'heure, on parlait justement du diabète, toutes les personnes qui en avaient trop de sucre. Et justement, les personnes qui en ont pas assez, est-ce qu'on sait de quoi ça peut venir ? Alors là, c'est complètement un autre domaine. Alors, qu'on soit bien d'accord, les personnes qui sont diabétiques et qui ont des hypoglycémies, c'est souvent le traitement. Donc là, ça n'a rien à voir avec le diabète en tant que tel. C'est le traitement qu'on met pour le diabète, qu'on a mal dosé et qui du coup donne des effets inverses et fait trop baisser le sucre. Après, pour les gens qui n'ont pas de diabète et qui font des baisses de sucre, on est sur d'autres maladies. Et alors, je peux pas vous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup qui sont diverses et variées. Et alors là, c'est impossible pour moi de toutes vous les citer là comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent donner des hypoglycémies, qui sont globalement quand même toutes des maladies rares. Hein. Ça, c'est peu fréquent de faire des hypoglycémies sans avoir de traitement qui favorise des hypoglycémies et donc de diabète. On va retrouver tout de suite une personne en insert téléphonique. Elle nous appelle de Soissons et on retrouve tout de suite Nadia au téléphone. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors moi, ma question, c'est pour mon frère Jean-Claude, qui est 3 ans plus jeune que moi. Il a eu des ressorts dans les artères et il m'a dit qu'il avait un cholestérol gras et que malheureusement, il n'arrivait pas à le faire soigner parce que le médecin lui a donné des médicaments qui lui brûlent l'estomac et il a arrêté son traitement. Paraît-il qu'à l'heure actuelle, son cholestérol serait à 13. Et je voudrais savoir si c'est vrai que ça existe, le cholestérol gras. Alors, le cholestérol, c'est des graisses, hein. Donc je pense que c'est peut-être pas ce terme-là précis qu'il faut employer. Il y a en gros 2 types de graisses dans le sang, les triglycérides, le cholestérol. Après, il y a 2 types de cholestérol. Il y a ce qu'on appelle le HDL cholestérol, qui est plutôt un cholestérol qui aurait des vertus plutôt protectrices, donc plutôt bon, et le LDL cholestérol qui est un cholestérol, ce qu'on appelle plus athéromateux, c'est-à-dire qui favorise la survenue de plaques comme celles qu'il a dû avoir et qui ont nécessité la pose de stent. Donc je pense que on a dû vouloir lui dire qu'il avait un LDL cholestérol qui n'était pas bon à mon avis, c'est plutôt ça. Oui, c'est ce qu'ils lui ont dit. Oui. Ouais, mais lui, il m'a dit cholestérol gras, alors je me suis dit, j'ai peur quand même. Hein. C'est possible, c'est les triglycérides, hein, pour avoir 13 Alors ouais, de 13 de cholestérol, ça fait beaucoup. Et même si on parle en millimoles, ça fait quand même quelque chose d'assez important, parce qu'il y a différentes unités. Et le chiffre de 13 comme ça sur le cholestérol, je suis d'accord avec le docteur Vauduit, ça semble vraiment beaucoup. Bon, après, sans voir la prise de sang, c'est compliqué, mais c'est sûr que s'il a eu des stents, donc les ressorts posés, son cholestérol, il faut essayer de l'équilibrer. Mais ça, voilà, faut revoir avec son cardiologue, avec son médecin généraliste, s'il n'y a pas d'autres possibilités pour le traiter, si les premiers médicaments qu'il a eu, il les tolère pas bien. Le premier qu'il a eu, c'était des génériques, il les a bien supportés. Et là, c'est un médecin remplaçant qui l'a consulté et qui lui a donné un traitement qui lui brûle l'estomac. Il dit, ça me brûle la gorge, ça me brûle le palais, je ne peux plus le supporter, quoi. Faut qu'il en parle, parce que c'est vrai qu'on peut des fois mal tolérer certains types de médicaments et mieux d'autres. Donc, faut qu'il reconsulte en expliquant les effets secondaires qu'il a eu avec ce médicament-là. Mais il y a pas mal de médicaments quand même pour le cholestérol, donc il y aura certainement possibilité. Ouais, mais il lui en a parlé, mais la médecin ne veut pas rien savoir. Donc il a dit, elle veut rien savoir. Elle lui a dit, c'est ça que vous devez prendre et pas autre chose. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, moi j'arrête. Mais je dis, mais si t'arrêtes, tu vas mourir ton sang de soir. Faut pas faire ça. Va voir ton cardiologue qui te fasse un traitement lui-même. Voilà, donc c'est mon frère, puis il est pas là, il est à Roubaix, hein, donc je peux pas moi le voir directement, quoi. Non, après, s'il arrête son traitement pour le cholestérol, c'est effectivement pas bon. Il va pas mourir dans l'instant non plus. Hein. On parle d'une prise en charge chronique pour éviter les récidives à moyen long terme. Mais oui, il faut refaire le point sur cette histoire, parce qu'effectivement, si jamais il prend pas son traitement, même si c'est celui qu'il faut, s'il le prend pas, ça donnera pas des bons résultats. Donc il y a forcément une solution intermédiaire à trouver. D'accord, je vous remercie beaucoup, docteur. Je remercie toute l'émission et puis madame Edwitz aussi, tout le monde. Je vous remercie. Merci. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bonne soirée. Merci Nadia d'avoir appelé. Nadia qui nous a appelé de Soissons. Le diabète et grossesse. Pourquoi grossesse? Alors, en fait, il y a plusieurs situations. Il y a une pathologie qui s'appelle le diabète gestationnel, qui est un diabète qu'on découvre pendant la grossesse.
Et il y a des recommandations et une prise en charge vraiment spécifique. Et après, il y a de manière différente le thème de la grossesse chez les patientes qui sont diabétiques. Là, on est dans une situation qui est différente. Le diabète gestationnel et la grossesse chez une femme diabétique, c'est deux problèmes différents. On peut séparer les deux et vous pouvez nous expliquer. Le diabète gestationnel, en fait, on s'est aperçu que chez certaines femmes, il y avait une élévation du taux de sucre dans le sang. Et que ça pouvait être responsable d'une augmentation du poids du fœtus, de ce qu'on appelle une macrosomie, c'est-à-dire du fait que le bébé soit plus gros à la naissance, parfois vraiment beaucoup plus gros, avec des risques au niveau obstétrical de l'accouchement. Si on accouche d'un bébé de 5 kilos, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que s'il fait 3,5 kg. Et avec des risques en plus quand le taux de sucre pendant la grossesse est très élevé chez la mère, qui est à la naissance pour le bébé, qui brutalement, on va avoir le cordon ombilical de coupé, fasse des hypoglycémies à la naissance. On s'est aperçu que si on détectait cet excès de taux de sucre chez les femmes qui l'avaient et qu'on mettait des mesures pour le prendre en charge, il y avait moins de macrosomie, donc moins de bébés qui naissaient trop gros et moins d'hypoglycémie à la naissance. Et donc il y a des mesures de dépistage de ce qu'on appelle le diabète gestationnel, donc qui est une situation vraiment transitoire pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de diabète avant la grossesse et il n'y en a pas immédiatement après. Après, c'est un facteur de risque de développer plus tard un diabète authentique quand on a fait un diabète gestationnel, mais le lendemain ou le surlendemain de l'accouchement, il y a en théorie plus de diabète. Ce diabète gestationnel est dépisté au premier trimestre avec une prise de sang basique, qui est une glycémie à jeun. Et si cette prise de sang-là est normale, on refait un deuxième dépistage à la fin du deuxième trimestre avec ce qu'on appelle une HGPO, c'est-à-dire qu'on fait boire un liquide sucré à la femme enceinte et on lui fait faire plusieurs dosages, un avant et deux après avoir bu le liquide. Si on a un des résultats qui est pathologique, soit sur la glycémie au premier trimestre, soit si c'était normal sur les dosages de la HGPO, donc l'hyperglycémie provoquée par voie orale au deuxième trimestre, à ce moment-là, on parle de diabète gestationnel. Et on va traiter les femmes qui sont atteintes de diabète gestationnel de manière relativement simple initialement, puisqu'on leur demande uniquement de se surveiller avec des glycémies au bout du doigt avant et 2 heures après les repas. En faisant attention à la diététique, c'est toujours pareil, pour équilibrer le diabète dans un premier temps, c'est vraiment des mesures diététiques. Alors l'activité physique, évidemment, pendant la grossesse, ça dépend aussi d'éventuelles complications obstétricales. On va pas demander d'aller faire un footing à 8 mois de grossesse. Mais la diététique et le moins de sédentarité possible, si c'est possible. Et seulement si ça va pas, à ce moment-là, on met des traitements médicamenteux. Et pendant la grossesse, c'est l'insuline, parce qu'on n'est pas autorisé à utiliser les autres médicaments. Voilà. Pour la glycémie, le premier trimestre de la grossesse, c'est toujours le chiffre de 1,26 ? Non, pas du tout. Justement, les nouvelles recommandations fixent la glycémie à jeun à 0,92 g. Donc on est beaucoup plus strict pendant la grossesse, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de dépistage positif. Donc il y a beaucoup de femmes qui ont du diabète gestationnel. Donc on est sur des chiffres beaucoup plus bas. Alors, d'après ce que je comprends, j'ai pas de diabète, je tombe enceinte et là, j'attrape du diabète pendant que je suis enceinte. C'est un petit peu ça. C'est ça. Sauf que vraiment, on est dans une... C'est pour ça que j'insiste sur le fait de dire que c'est une situation transitoire. Ça révèle, quand on a un diabète gestationnel, que la gestion du sucre par l'organisme n'est pas tout à fait parfaite. Mais on peut quand même avoir un diabète gestationnel et être très loin d'un authentique diabète. D'accord ? Après, on a plus de risques, mais peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans après de développer un diabète. Ça peut être précocement après, mais la plupart du temps, les femmes qui ont un diabète gestationnel, heureusement, ne sont pas diabétiques 3 mois après avoir accouché. D'accord. On a des critères qui sont beaucoup plus stricts parce qu'on sait que pour le bébé, c'est vraiment mieux d'avoir des glycémies vraiment le plus bas possible pendant la grossesse. Et d'ailleurs, les objectifs des femmes qui ont un diabète gestationnel qui sont traitées sont très stricts, puisqu'on vise moins de 0,95 g par litre avant les repas et moins d'1,20 g 2 heures après les repas. Donc c'est vraiment des taux cibles qui sont assez importants. Alors, est-ce qu'il y a danger pour le bébé ? Alors, les deux dangers clairement authentifiés, c'est les deux dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle la macrosomie, donc le poids de naissance trop élevé, avec des complications possibles obstétricales pour la maman et pour le bébé. Déjà, il y a un surrisque aussi de césarienne, si les bébés sont trop gros, évidemment. Et après, le risque d'hypoglycémie à la naissance, qui peut nécessiter que le bébé, à la naissance, soit perfusé, surveillé en néonatologie. C'est les deux choses vraiment clairement confirmées liées au diabète gestationnel. Et on ne sait pas pourquoi
Oui et non, on sait un peu pourquoi quand même. La grossesse est un facteur d'insulino-résistance, c'est-à-dire que pendant la grossesse, l'insuline marche moins bien. Donc chez des gens qui vont avoir des facteurs qui nous font dire qu'ils sont à risque de diabète, et c'est d'ailleurs ceux-là qu'on va dépister, je peux vous dire les facteurs on dépiste pas toutes les femmes enceintes. Chez les gens qui ont certains facteurs de risque, on sait qu'ils vont avoir plus facilement tendance, avec l'insulino-résistance de la grossesse, à monter leur glycémie. On dépiste en fait que les gens qui sont âgés de plus de 35 ans, qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 25, c'est-à-dire qui ont un surpoids, qui ont des antécédents familiaux de diabète, ou des antécédents évidemment déjà de diabète de grossesse, diabète gestationnel auparavant. Donc ces gens-là, on sait qu'ils sont un peu plus à risque que n'importe qui. Une jeune femme de 20 ans qui n'a aucun antécédent familiaux de diabète et qui n'a pas de surpoids ne va pas avoir de dépistage de diabète de grossesse, parce qu'on sait qu'elle a très peu de risques qu'elle développe un diabète gestationnel. Alors, une fois que j'ai accouché, j'ai eu mon bébé, le risque diabète sur le bébé et sur moi-même s'est écarté ou alors sur le bébé, ça n'a rien à voir. Le bébé ne devient pas diabétique parce qu'on a fait un diabète gestationnel. D'accord. Par contre, comme je l'ai dit juste avant, le diabète gestationnel est un facteur de risque de développer ce qu'on appelle un diabète de type 2, donc un véritable diabète pour la maman. Mais c'est un facteur de risque de développer ça, mais pas forcément la semaine qui suit. Ça peut être. Alors souvent, on refaire un test 3 mois après l'accouchement, et après on recommande une surveillance, par exemple annuelle avec le médecin traitant, avec une glycémie à jeun. Donc à surveiller, quoi. À surveiller, mais ça peut très bien ne jamais survenir, et elles peuvent aussi être diabétiques 2 ans après. Vous voyez, c'est très difficile à prévoir. Mais il y a un peu plus de risques que dans la population générale. Comme vous dites. Alors pour le bébé, il n'y a pas d'autres pathologies Rien de clairement prouvé. C'est vraiment la macrosomie et les hypoglycémies néonatales qu'il faut gérer tout de suite après l'accouchement, enfin après sa naissance, quoi. C'est ça. Alors, on peut dire un mot sur l'autre cas de figure. Là, on a parlé du diabète gestationnel, mais qui est à différencier du cas de figure où on a affaire à des patientes qui sont diabétiques, parfois dès l'enfance ou dès l'adolescence, et qui vont à un moment de leur vie avoir un désir de grossesse. Donc déjà, pour dire que évidemment c'est possible, le diabète n'empêche pas de tomber enceinte. Par contre, il y a des précautions à prendre. C'est-à-dire que au même titre que on l'a dit pour le diabète gestationnel, l'excès de sucre dans le sang pour le bon développement de la grossesse, éviter que le bébé soit trop gros, qu'il y ait des soucis à ce niveau-là, il faut que le diabète soit bien équilibré. Et dans l'idéal, on conseille qu'il soit parfaitement bien équilibré, même plusieurs mois avant la conception. Donc avant tout arrêt de contraception, c'est important que les femmes diabétiques prévoient entre guillemets avec leur diabétologue leur grossesse, qu'elles les informent à l'avance et que les choses soient vraiment carrées avant le début de la grossesse. Des fois, il y a des nécessités de modifier le traitement parce que, comme dit juste avant, seule l'insuline est autorisée pendant la grossesse. Les autres médicaments n'ont jamais été étudiés pendant la grossesse, donc évidemment, on va pas se mettre à les étudier maintenant. On sait par contre que l'insuline ne pose pas de problème pendant la grossesse. Il y a certains diabètes dans lesquels on ne peut, si on arrête l'insuline, c'est un risque de mort à moyen terme. Donc évidemment, pendant 9 mois chez une femme enceinte, on ne pourrait pas arrêter l'insuline. Donc on a du recul sur l'utilisation de l'insuline pendant la grossesse et on sait qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Donc c'est des patientes diabétiques qui seraient traitées par des cachets ou d'autres médicaments qui ne seraient pas de l'insuline. Et c'est important de relayer le traitement en amont du début de la grossesse, pas se retrouver en catastrophe à devoir tout changer au moment de la déclaration de grossesse parce qu'il y a des médicaments pas autorisés. Du coup, ça chamboule vraiment beaucoup les choses. Donc on est diabétique, on peut tomber enceinte. Il n'y a pas de problème. Pour le bébé, il n'y a aucun problème. C'est plus compliqué, il y a des précautions à prendre et c'est des grossesses plus à risque, donc il faut évidemment être bien suivi. Mais évidemment, c'est possible. Les femmes diabétiques peuvent espérer avoir des enfants, évidemment. Des enfants normaux. Bien sûr, bien sûr. C'est une maladie qui nous atteint de la tête jusqu'aux pieds, en fin de compte.
Oui, c'est vraiment une maladie générale et qui tire sa gravité des différentes atteintes d'organes qu'elle peut faire. Donc on parle d'une anomalie sanguine qui va donc atteindre toutes les artères, les plus petites, les plus grosses. On a vu les grosses artères avec les maladies cardiovasculaires. Les petites, c'est les yeux comme on a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut être aussi les reins avec les toutes petites artères qui vont au niveau des petites cellules rénales qui permettent de filtrer les urines et qui, si elles se mettent à dysfonctionner, peuvent entraîner à terme une insuffisance rénale qui peut être aussi donc assez sévère. Et au niveau des nerfs périphériques, donc ce qui fait qu'on a la sensibilité à la douleur, au chaud, au froid, ces nerfs peuvent aussi être abîmés par le biais des toutes petites artères qui les irriguent. Et quand ces nerfs sont abîmés, ça peut aussi entraîner au niveau des pieds, donc vraiment de la tête aux pieds effectivement, au niveau des pieds notamment parce que c'est là où les nerfs sont les plus longs, des troubles de sensibilité, des troubles moteurs, une non-réponse au froid, au chaud, une non-réponse à la douleur qui peut être source de plaies, d'infections parfois sévères. Alors tout à l'heure, je vous disais, on peut perdre la vue, et là, au pied, on peut perdre nos pieds, ou notre pied, ou... Alors la réponse est malheureusement encore oui, et c'est peut-être même un peu plus fréquent qu'une atteinte hyper sévère au niveau des yeux. L'atteinte des pieds est vraiment quelque chose de potentiellement grave parce que souvent négligé. Comme je vous l'ai dit, on perd la sensibilité. Quand il y a ce qu'on appelle la neuropathie diabétique, donc l'atteinte des nerfs, on perd la sensibilité. On ne sent plus qu'on se blesse, on ne sent plus ses appuis sur le sol, on ne sent pas qu'on va avoir un clou dans la chaussure ou un caillou, et on va marcher pendant des jours avec une chaussure abîmée et on va se blesser. Mais même si on voit la blessure, si on n'est pas forcément bien au courant, on va se dire bon, j'ai pas mal, c'est pas très grave, alors qu'en fait l'absence de douleur est liée à la neuropathie et on peut des fois avoir des plaies catastrophiques, des infections hyper sévères qui vont jusqu'à l'os avec absolument aucune douleur. Et donc les pieds et les plaies aux pieds chez le diabétique, on leur dit qu'il faut vraiment qu'ils surveillent leurs pieds de manière très très rapprochée, qu'ils surveillent leur chaussage, qu'ils y fassent extrêmement attention parce que une plaie au pied, les diabétiques font plus de plaies aux pieds qui peuvent s'infecter, qui peuvent être plus difficiles à cicatriser, d'autant plus quand les artères des jambes sont bouchées en plus. Mais on sait aussi que la prise en charge précoce de ces lésions permet une guérison meilleure que si on traîne trop. Donc il faut vraiment pas négliger ça, et le message c'est quelqu'un qui a un diabète et qui a une plaie au pied, faut tout de suite qu'il en parle à son médecin. On a même nous sur le centre hospitalier de Compiègne une structure de prise en charge en urgence pour les pieds qui est différente des urgences. Je veux dire, on a un numéro où les patients peuvent appeler, donc dans le service. Je peux le donner d'ailleurs, c'est le 03 44 23 63 21, c'est le service de diabétologie. Si des patients qui ont un diabète et qui ont un problème de pied veulent avoir notre avis, on a des délais de rendez-vous urgents, voire extrêmement urgents selon ce qu'on nous explique. En gros, on peut voir les gens souvent dans les 24-48 heures si on pense qu'il y a quelque chose de grave, et au pire dans la semaine si on pense que c'est un peu moins grave, pour évaluer les problèmes de pied, donner quelques conseils quand c'est nécessaire, voire faire une prise en charge plus active si on est face à une atteinte sérieuse. Ouais. Alors, les pieds et aussi les mains? Les mains, non. Pour deux raisons. Les nerfs les plus longs et donc les plus c'est l'atteinte des nerfs dans le diabète est longueur dépendante, c'est-à-dire que plus le nerf est long, plus il va être atteint en premier. Donc les nerfs les plus longs, c'est les membres inférieurs, donc c'est les pieds qui sont atteints en premier en termes de sensibilité et de neuropathie. Et le deuxième point, c'est que sauf si on marche sur les mains, la pesanteur et le poids du corps se reportent sur les pieds, et donc les effets et la création des plaies du pied chez le diabétique, c'est lié à des phénomènes de pression. Et donc le fait de marcher entraîne les lésions, entraîne la formation de ce qu'on appelle vulgairement de la corne. En langage médical, c'est de l'hyperkératose, mais vulgairement c'est la corne, les plaques un peu dures. Et ces plaques un peu dures vont se former de manière des fois complètement déraisonnable chez le diabétique et vont au bout d'un moment devenir tellement épaisses qu'elles vont blesser le pied en dessous. Et donc on n'a pas ce phénomène-là au niveau des mains parce que évidemment on n'est pas en appui permanent dessus. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette maladie qui est quand même, sujets, oui, mais maladie, diabète et les maladies cardiovasculaires, diabète à prendre au sérieux, maladie, d'après ce que je comprends, une maladie qui est un petit peu sournoise.
que l'on ne voit pas arriver. Oui, complètement. C'est vraiment, même si, j'ai envie de dire que même si on la voit arriver, on a souvent tendance à la négliger parce qu'elle est très peu symptomatique et parce que les atteintes qu'elle entraîne sont souvent initialement très peu symptomatiques et que finalement, quand les problèmes commencent à arriver, si on s'en est pas occupé correctement avant, on a malheureusement déjà une perte de chance. Ça veut pas dire que ça sert plus à rien de s'en occuper évidemment, hein, mais le plus tôt on s'en occupe sérieusement, le mieux c'est en termes de pronostic à long terme. Hein. Donc c'est toujours difficile, hein. C'est comme l'arrêt du tabac, hein. Quelqu'un qui fume depuis longtemps et qui dit le cancer du poumon ça n'arrivera qu'aux autres, s'il arrête de fumer quand on vient de lui diagnostiquer le cancer du poumon, c'est un petit peu tard. Donc pour le diabète, c'est vrai que le plus tôt on s'en occupe, le mieux c'est, hein, parce que on va augmenter les chances qu'il n'y ait pas de complications ou au minimum qu'elles surviennent beaucoup plus tardivement que si on s'en occupe pas correctement. Quelles sont les précautions alors ? Les précautions, c'est avoir déjà une bonne hygiène de vie, donc une alimentation saine, équilibrée, activité physique régulière, si c'est possible, limiter la sédentarité, et quand il y a besoin d'un traitement, d'un suivi, d'essayer de s'y tenir de manière assidue, même si il n'y a pas de symptômes. Hein. Encore une fois, souvent on néglige les choses parce que le diabète nous gêne pas et puis on a d'autres problèmes. Donc par rapport à un diabète qui lui, au moment où on parle, ne crée pas de problème particulier, j'ai des soucis professionnels, j'ai des soucis personnels, je vais régler ces problèmes-là et je vais délaisser un peu mon diabète parce que finalement j'ai 2 grammes, parce que ma prise de sang n'est pas très bonne, mais bon, finalement moi je me sens bien. Donc il faut se méfier de cette attitude-là dans le diabète, qui est une attitude compréhensible, hein, mais qui peut être préjudiciable à long terme. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, je pense qu'on a déjà bien résumé là. Hein. Le diabète, comme je vous l'ai dit un peu avant, c'est pour moi une maladie problématique parce que en termes individuels, c'est quelque chose qui peut entraîner des complications assez graves et donc entraîner des gros problèmes personnels pour les gens qui en souffrent. En termes collectifs, faut pas oublier quand même une maladie très répandue. Il y a énormément de patients diabétiques, ça touche beaucoup de monde, c'est plutôt en augmentation constante. En termes de santé publique, c'est très important. Les coûts de santé engendrés par le diabète sont importants et donc la prise en charge adéquate du diabète est très importante, que ça soit pour les gens qui en souffrent directement, pour eux éviter d'avoir des complications potentiellement graves, et au niveau collectif pour que il y ait justement une régression du diabète ou en tout cas des complications du diabète, même si le diabète lui continue d'augmenter. Merci docteur Étienne Justinien, qui est diabétologue du centre hospitalier de Compiègne et Noyon. Merci à vous. Merci à vous. Docteur Vauduit, nous on se voit dans un mois, donc d'après ce que je comprends le 6 juin. C'est le 6 juin. On évoque la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, oui. c'est comme ça. Hein. Alors on va se balader en forêt, dans les campagnes, donc il y a un risque de piqûre par les tiques. Cette maladie est transmise par les tiques. C'est le bon moment pour se renseigner sur cette maladie, la maladie de Lyme. Le mercredi 6 juin, toujours à partir de 18h sur Radio Pisalène. Merci docteur Vauduit. Merci docteur Étienne Justinien. Merci Nicolas, à vous de nous avoir donné beaucoup de votre temps. De rien, c'est normal. Et figurez-vous que le mois prochain, on sera déjà sur la dernière émission de la saison. Déjà. Ouais. On va se quitter avec Tal, des fleurs et des femmes. Très bonne soirée à tous sur Radio Pisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Et ça fait 35 ans que ça dure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et je